Bonjour à tous, Éric Moreau, donc enchanté de vous retrouver en cette rentrée donc de septembre, pour parler d'un sujet qui est bien d'actualité, les budgets. Et oui, après la rentrée scolaire et divers paiements que l'on a entre septembre et octobre, on pensait que c'était particulièrement d'actualité d'évoquer ensemble la meilleure façon d'ajuster vos ressources pour faire tourner vos applications en optimisant les infrastructures qui sont mises en place, que ce soit dans votre environnement interne comme sur des environnements publics. Et donc, on a conçu ce webinaire avec Alain Friquet donc de Turbonomic pour essayer de contribuer modestement à ces opérations. Comme d'habitude, je dirais, ce webinaire pourra être téléchargé sur notre site web à froid pour ceux qui voudront le reprendre par la suite. Nous aurons également une petite séance de questions-réponses à la fin de cette présentation et que je vais commencer à introduire par l'introduction classique du groupe donc d'Angzo, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, notre métier, c'est d'aider nos clients à améliorer l'observabilité de leur infrastructure, d'identifier aussi tout ce qui peut être source d'attaque pour améliorer, je dirais, la résistance de l'infrastructure à toutes les agressions qu'on peut subir, je dirais, notamment depuis ces 6 derniers mois. Et tout ceci avec le support donc d'une équipe qui a, comme vous le savez maintenant, pas mal d'expérience sur tous ces environnements, NPM, APM et cybersécurité. Nous sommes toujours avec une approche, je dirais, en 4 phases. Une phase, je dirais, éducation, pour essayer de faire monter en puissance les équipes de nos clients ou faire bénéficier des retours d'expérience. Une phase d'intégration de nouvelles solutions, telles que celle de Turbonomic qu'on va évoquer donc aujourd'hui, auprès d'équipes techniques spécialisées donc grands comptes. Éventuellement, faire le travail pour des entités peut-être plus petites de PME ou certains ETI qui ne peuvent pas avoir d'équipe dédiée pour ce type d'opération, pour être capable de réaliser le travail en délégation sur ce type d'objectifs. Et puis éventuellement aider à l'intégration de ce produit comme de tous les autres que l'on a dans notre gamme, avec l'aide de notre équipe de développement qui peut aider à faire les divers interfaçages nécessaires pour prise en compte de toutes les informations pertinentes, que ce soit pour l'optimisation de ressources ou tout autre type d'usage. Donc revenons à notre sujet du jour, ajuster l'infrastructure en fonction de vos applications courantes, nouvelles, et optimiser l'ensemble des ressources mises à disposition pour les faire fonctionner, surtout quand on est dans des réseaux hybrides. Donc le contexte, il est simple à expliciter, mais de plus en plus complexe à contrôler, de par le fait que les architectures physiques qui portent, je dirais, les applications métiers sont de plus en plus complexes, que ce soit la partie réseau pur, que ce soit la partie serveur, comme la partie, je dirais, purement applicative. On a de plus en plus, je dirais donc, de volonté de migration vers le cloud. Donc, on verra tout à l'heure que c'est vraiment quelque chose qui s'accélère dans le temps, fort de toutes les études statistiques qui sont sur le sujet. On a aussi une multiplication de tous les composants logiciels qu'il faut évidemment mettre à jour pour faire évoluer tous ces environnements, que ce soit des environnements d'infrastructure ou des environnements de modules applicatifs. Il y a beaucoup de web services qui ont une vie, je dirais, donc séparée des applications métiers, et c'est une vraie problématique de savoir quelles ressources il faut leur affecter pour que tout se passe bien au gré de leurs évolutions. Le but étant évidemment d'éviter par ces optimisations ou l'étude de ce qui est nécessaire pour que tous les composants tournent bien, des incidents ou de les retarder le plus possible. Le but étant évidemment de ne pas trop surprovisionner, surtout quand on est dans un environnement multi-cloud, et on voit fort donc des études du marché comme celle de Flexera, que on est dans une logique où tout le monde va avoir
maîtriser l'usage de ces différents composants logiciels dans des environnements de cloud public, avec des tarifications qui sont très différentes suivant les environnements, avec des contraintes qui sont aussi très diverses, d'où la nécessité d'avoir des outils adaptés pour maîtriser tous ces environnements. Être capable d'avoir une bonne analyse dans le cycle DevOps traditionnel, ce qui est un petit peu notre credo, être capable de prendre en compte je dirais, les photos les plus pertinentes dès la conception donc des applications ou des nouvelles versions donc des applications, pour commencer à bien monitorer donc les choses en amont avant de redéployer les nouvelles versions ou la nouvelle version sur le cloud. Avoir la possibilité en fonction des premiers résultats d'analyse de performance, de mettre en place les ateliers pour essayer de comprendre pourquoi on a par exemple des augmentations de consommation de ressources suite à l'arrivée d'une nouvelle version, voir un petit peu quelles sont les parties ou les composants qui justifient un petit peu cette variation donc de ressources, essayer de bien les maîtriser, voire de faire des nouvelles versions qui permettent de faire des optimisations. C'est vraiment un travail, je dirais, complet et collaboratif, histoire donc d'arriver à une maîtrise de tout ce qui est usage, mais aussi financier, et de consommer le moins de ressources possible. C'est la modeste contribution par rapport à des objectifs donc Green IT. Donc je vais maintenant, sans délai, passer la main à Alain, qui a prévu plusieurs use cases pour vous montrer comment, avec l'offre turbonomique, on peut avoir tout ce qu'il faut pour bien identifier les besoins nécessaires par rapport à un environnement applicatif métier, avec, je dirais, des exemples très, très concrets. À toi, Alain. Bonjour, je suis Alain Friquet et j'en charge les opérations de Turbonomic au niveau Europe du Sud. Donc Turbonomic, en quelques mots, c'est un éditeur de logiciels qui a été récemment racheté par IBM pour 2 milliards de dollars, ce qui fait la deuxième acquisition la plus importante après Red Hat. Alors si on essaye d'illustrer les concepts et qu'on regarde les cas d'usage de Turbonomic et de l'application de ressources management, qu'est-ce que c'est? Alors, l'application de ressources management, en fait, chez tous les prospects, qu'on ne les connaisse pas, on va retrouver cette notion des applications tout en haut et des infrastructures qui sont en bas. Alors, tous les prospects ont des infrastructures avec du compute, du storage, une partie réseau. Pour certains d'entre eux, ils ont déjà commencé leur trajectoire sur l'hybridation et le public cloud. Et puis, fortement, ils sont déjà virtualisés sur ces infrastructures on-prem. De plus en plus, on voit apparaître des containers, ce qu'on appelle des clouds natives. Et on top de tout ça, on va retrouver la partie Application Performance Monitoring, donc des outils d'APM, à ne pas confondre effectivement avec l'Application Resource Management. Alors, ce qui se passe, c'est que chez tous ces clients, ils ont mis en œuvre des outils de monitoring plutôt par silo, qui marchent avec leurs propres collecteurs, avec leur propre repository. Et puis, c'est des équipes qui sont dédiées sur la partie compute, réseau, storage, public cloud, etc. Tous ces outils marchent globalement de la même manière, c'est-à-dire qu'on définit des seuils. Et dès qu'on passe un seuil d'utilisation d'une ressource, on envoie une alarme. Et derrière, il faut diagnostiquer, trouver l'origine et éventuellement les actions de rémédiation pour passer d'un état rouge-orange à un état qu'on va définir vert. Turbonomic, finalement, c'est quoi? C'est une vision complètement différente du système d'information qu'on modélise à gauche avec ce qu'on appelle la supply chain. Donc, si je zoome sur la supply chain, c'est quoi? C'est la capacité de comprendre l'ensemble du système d'information de nos clients en partant du bas sur les couches d'infrastructure où on va retrouver des serveurs, du stockage, toute la partie châssis, éventuellement s'ils utilisent du public cloud. Et puis derrière ces infrastructures, on va retrouver de la virtualisation, éventuellement des containers, et puis tout en haut, les applications qui consomment l'ensemble de ces infrastructures. Et cette notion de consommateur se matérialise par ces flèches noires, où on va voir que ces applications consomment des ressources qui peuvent être virtualisées ou containerisées, ou les deux, on-prem ou public cloud. Alors, ce qui est important aussi, c'est ces codes couleurs. Donc, on voit effectivement que sur chacune de ces entités, des fois, il y a du rouge, et donc ça modélise des problèmes plutôt liés à de la performance. Et puis, quand il y a des couleurs qui sont jaunes, on est plutôt sur des capacités à mieux utiliser ou mieux consommer des services associés.
Alors pourquoi c'est important? Parce que l'infrastructure, elle est mutualisée. On comprend très facilement que quand il y a plusieurs applications qui tournent sur un même serveur, en fonction de la demande des applications en termes de ressources, eh ben, on peut avoir un phénomène de congestion. Donc on appelle ça dans le monde de la virtualisation le ready queue, on appelle ça du ballooning, du swapping dans le monde des containers, on parle de CPU throttling. Et l'objectif, bah, c'est de mettre le plus possible de machines virtualisées sur un serveur pour optimiser le coût, bien sûr, de ce serveur. Et potentiellement, ça crée tous ces problèmes de ready queue et de congestion. Alors, pour éviter ce phénomène, Turbonomic, ce n'est pas un énième outil de monitoring. C'est un outil, alors il y a des clients comme Aéroport de Paris ou Schlumberger qui parlent d'algorithme. Et cet algorithme va faire des recommandations qu'on va pouvoir exécuter de manière manuelle ou de manière complètement automatisée. Et l'objectif de ces actions, de ces recommandations, c'est d'assurer la performance au meilleur coût, tout en respectant, on va dire, les règles d'urbanisation que nos clients ont mis en œuvre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a des actions, des recommandations qui sont dites disruptives. On va les exécuter le soir sur des fenêtres de maintenance, le week-end. Et puis, il y a des actions dites non disruptives. Typiquement, les actions non disruptives, ce sont des actions de placement. Et ces actions de placement, on va pouvoir les exécuter typiquement 24/7/7. Et 99% de nos clients utilisent ces actions. Alors, quand on parle d'optimiser les coûts d'une infrastructure, on va reparler aussi de dimensionnement. C'est la notion d'allocation versus consommation réelle des ressources qui sont faites par les applications. Et donc, on va être capable d'avoir des actions de redimensionnement à la hausse ou à la baisse des VM, des pods, des nodes, pour pouvoir optimiser le coût de ces infrastructures. Alors, en termes de cas d'usage, qu'est-ce qu'on fait chez nos clients? Bien évidemment, Turbonomic, c'est une société qui a plus de 10 ans, on ne parlait pas forcément de public cloud ou de cloud native. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une solution qui se déploie facilement. Donc, dans le cas de test, c'est une OVA, mais toute la solution est containerisée. Donc, on a la capacité aussi à la déployer dans des infrastructures Kubernetes on-prem ou directement dans le public cloud, que ce soit Azure, Amazon ou GCP. Et pour pouvoir avoir cette supply chain, on va travailler avec des API où on va se connecter au système d'information de nos clients. Alors, typiquement, on va se connecter à un vCenter. Donc, dès qu'on se connecte à un ou plusieurs vCenters, on va avoir la capacité à comprendre l'ensemble de l'infrastructure sous-jacente on-prem. Si on est dans le public cloud, on va se connecter aux souscriptions et à l'enterprise agreement du client, ce qui va nous permettre de comprendre ses consommations, ses discounts et avoir le prix exact de ce qu'il paye dans les ressources ou les services qu'il consomme dans le public cloud. Et puis, quand on est sur des containers, on va se connecter à travers le worker node qui va nous permettre de comprendre toute la notion de containerisation avec les définitions et pouvoir avoir aussi des actions. Dans le cas échéant, si le client il y a des outils d'APM, d'Application Performance Management, ce n'est pas un prérequis, mais l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer deux informations qui sont intéressantes, qui sont les temps de réponse des transactions et éventuellement ce qu'on appelle le throughput, donc la charge, le nombre de transactions par seconde. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi rapidement construire des tableaux de bord pour les application owners et on va voir directement dans la console Turbonomic s'il y a des temps de réponse qui commencent à s'affoler, est-ce qu'il y a des actions sur l'infrastructure qui peuvent être liées à cette dégradation des temps de réponse et qui sont liées à des congestions de l'infrastructure. Donc, comme je vous le disais, il y a 10 ans, on ne parlait pas du public cloud ni de la partie cloud native. Donc, on travaille historiquement avec plus de 3000 clients. On va dire que 80% d'entre eux sont virtualisés sous VMware, mais on supporte d'autres hyperviseurs comme Hyper-V et d'autres. Et déjà, la première des choses qu'on va offrir à ces clients, c'est la visibilité et le contrôle de tout leur système d'information. Alors, bien évidemment, on va avoir des recommandations et on va être capable de commencer à automatiser une partie de ces recommandations. Et l'objectif reste toujours le même, quel que soit le workload qu'on va gérer, c'est d'assurer la performance au meilleur coût, tout en respectant vos règles d'urbanisation en termes de déploiement de workload, que ce soit on-prem ou sur le public. Alors tout ça, c'est temps réel, bien évidemment. Et puis, comme on collecte ces informations de consommation des ressources, on va être capable de pouvoir jouer aussi des scénarios avec un moteur de capacity planning. Ce moteur, il nous permet entre autres de regarder ce qui se passe quand on fait de la consolidation de data center, quand on fait de la consolidation d'infrastructures ou que les clients ont des programmes de migration vers des private cloud avec de la notion d'hyperconvergence.
Donc, on va être capable de bien comprendre le nombre de lames, de nœuds qu'il faut acheter pour supporter l'ensemble de ces workloads sur le private cloud. Et puis, bien évidemment, c'est aussi la possibilité de prendre un data center ou des applications typiquement et de regarder si je les migre sur le public cloud, quel va être le coût avec différents scénarios, soit de lift and shift, qui est peu intéressant, soit des scénarios d'optimisation pour comprendre quel va être le coût de l'application qu'on souhaite migrer dans le public cloud. On peut y rajouter des notions effectivement de Brin Neuron License si vous avez par exemple du Microsoft avec des workloads Windows et puis éventuellement des bases de données SQL Server. Donc c'est des choses qu'on peut complètement intégrer dans ces simulations faites avec le moteur de Capacity Planning. Et puis pour les clients qui sont plus matures et qui payent déjà une facture plus significative sur le public cloud, et on va travailler sur ce qu'on appelle du FinOps, donc c'est l'optimisation des coûts des factures public cloud, avec des types d'actions, des fois qui sont spécifiques au public cloud. Je pense aux reserve instances, par exemple, typiquement. Donc, de mieux optimiser les reserve instances, de faire les bons right sizing. Choisir un template dans le public cloud, c'est quasiment un millier de combinatoires en fonction de la partie CPU, mémoire, la partie tiering stockage, c'est des éléments qu'on va prendre en compte. La partie IOPS, toutes les applications n'ont pas besoin de 10 000 IOPS, par exemple, pour fonctionner de manière optimum. Donc, c'est toutes ces informations multidimensionnelles qu'on va prendre en compte pour choisir le bon type de template dans les public cloud providers. Voilà pour la partie cas d'usage. Alors, en termes de bénéfices et d'analyse, qu'est-ce qu'on voit chez nos clients? Ce qui est important, c'est qu'on s'est appuyé sur des études qui sont faites par Tech Validate, là, vous voyez en haut à droite. En fait, c'est un organisme indépendant qui a fait un sondage sur plus de nos 3000 clients pour comprendre effectivement comment ils utilisaient la solution. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'une grande partie l'utilise pour garantir la performance des applications. Donc, j'ai pris quelques exemples de clients français comme Podium Web, une application fortement utilisée pour le réapprovisionnement des magasins chez Hermès au niveau mondial. Donc, ce n'est pas une application qui est utilisée tous les jours, bien évidemment, mais lors de son utilisation, il y a une grande consommation avec des pics de charge et qui faisait qu'à ce moment-là, il fallait faire des placements intelligents sur l'infrastructure on-prem d'Hermès pour libérer éventuellement les petites VM qui tournaient sur ce serveur qu'hébergeait Podium Web, pour donner les ressources nécessaires et disponibles pour l'application afin qu'elle fonctionne de manière optimale. Alors, Drop Bagage, là, on est typiquement dans un exemple chez Aéroport de Paris. Voilà, c'est une application qui était de plus en plus utilisée. Après, le dimanche, les A380 qui partaient souvent à New York de Charles de Gaulle ont fait qu'il y avait de plus en plus d'utilisateurs qui sont amenés à utiliser ce service. Et derrière, ça a posé des gros problèmes et ça a mis en indisponibilité le service. C'est ce qui a déclenché la réflexion d'Aéroport de Paris sur un outillage qui permettait de comprendre les besoins d'une application en termes de ressources techniques et qui a fait qu'on a travaillé avec eux sur l'application resource management. Le bénéfice, c'est que comme on automatise aussi un certain nombre de ces actions, on va réduire de 55% les alarmes. Alors pourquoi? Parce que comme on optimise cette infrastructure, on va réduire la pression des seuils qui ont été positionnés sur de la CPU, de la mémoire et d'autres. Et donc, de facto, comme on va réduire cette pression, on ne va pas déclencher le seuil qui va envoyer une alarme à l'exploitation. Et bien évidemment, on va aussi fortement réduire les réunions de crise. Alors, l'autre gros avantage de cette automatisation avec cette plateforme, c'est de pouvoir d'améliorer la densification. C'est le nombre de VM qu'on est capable de mettre sur un serveur. Autrement dit, c'est 30% de densification, c'est réduire de 30% le coût de l'infrastructure, c'est de réduire le coût d'acquisition matérielle et des logiciels qui tournent sur ces infrastructures. Bien évidemment, en améliorant la performance et en éliminant les congestions qu'il peut y avoir sur le système d'information. Donc, c'est gagner en productivité, on le voit beaucoup chez nos clients, et gagner en productivité, c'est donner l'opportunité à ces équipes de se focaliser sur des projets à plus haute valeur ajoutée et pas forcément regarder ce qui se passe en termes de report, en termes d'alarme et en termes d'investigation. Donc, on passe d'un mode plutôt réactif à un mode proactif grâce à l'utilisation de Turbonomic en réduisant ces tâches manuelles. Et puis, comme je vous l'ai dit un peu en introduction, en créant ces tableaux de bord
avec des outils d'APM, on va être capable de bridger un peu le gap qu'on voit entre les apps owners et les ops par rapport à l'application est lente, c'est un problème de développement ou c'est un problème de ressources, d'infrastructures mises à disposition pour ces applications. Tout ça à travers une interface unique, que vous soyez on-prem, public cloud, multi-cloud, et que vous utilisez les containers. On traite les workloads tous de la même manière, avec un objectif, c'est de donner les ressources nécessaires et suffisantes à ces workloads pour garantir la performance au meilleur coût. Alors, tout ça, on le démontre comment? À travers une démarche qu'on appelle un proof of value. Un proof of value, ça dure généralement 45 jours. La bonne nouvelle, c'est que c'est non intrusif, non disruptif et qu'il n'y a pas d'agent à déployer, comme je vous le disais, puisqu'on vient se connecter à travers des API. Alors, pourquoi 45 jours, vous allez me dire? Puisque la solution s'installe en 3 heures et puis qu'au bout de 3 heures, une fois qu'on a connecté au système d'information, on a déjà ces recommandations. C'est parce qu'on aime bien comprendre le profil des applications en termes de demande pour pouvoir historiser et faire les bonnes recommandations, par exemple de resize down ou de resize up pour lutter contre cette surallocation des ressources qu'on donne aux VM, alors qu'en production, peut-être qu'elles ne consomment pas plus de 10% en moyenne, en intégrant des pics de consommation, bien évidemment, pour pouvoir prendre des bonnes décisions dans l'algorithme auprès des actions de resize down. Généralement, on fait 2-3 workshops avec les équipes techniques, on analyse les recommandations, on regarde effectivement si on peut faire tourner quelques plans qui sont en lien avec des initiatives que le client peut avoir sur ses infrastructures. Et ça fait l'issue d'une grosse restitution qui dure quasiment 2 heures. On pourrait dire que c'est quasiment un audit des infrastructures des clients, puisqu'on va avoir de la performance, de l'optimisation des coûts et des fois des règles de compliance qui ne sont pas respectées chez ces prospects. Donc ça, c'est la démarche qu'on met en œuvre pour pouvoir justement démontrer l'intérêt de la solution chez des prospects. Alors là, un exemple d'une restitution, hein, c'est un des slides un peu, on va dire, de résumé de ce qu'on a pu découvrir avant d'avoir signé chez Hermès. Donc effectivement, l'ensemble de ces placements intelligents, là, comme on le voit, permettent de mieux optimiser et densifier l'infrastructure existante, ce qui a permis à ce client d'éviter d'acheter 37 lames HP Synergy. Le bénéfice se traduit tout de suite et il est immédiat en termes de coût d'achat matériel et logiciel. Il n'y a pas que du matériel, il y a des logiciels. Déjà, l'hyperviseur, le monitoring, le backup, toutes ces solutions qui sont souvent facturées au nombre de serveurs qui sont gérés. On a pu mettre en évidence qu'effectivement, il y avait un certain nombre de fichiers qui n'étaient plus accédés, puis utilisés. Et puis, ce client avait une initiative Green IT qui s'appelle The Fashion Act. Donc, grâce à la suppression et à la meilleure optimisation des ressources d'infrastructure on-prem, on a pu réduire à travers la consommation électrique un nombre de kilowattheures qu'on peut traduire en tonnes de CO2 qui représente un montant de 62 000 euros. Je tiens à souligner que ça, c'est que le coût qui est lié à la consommation électrique des serveurs. Ça ne prend pas en compte, bien évidemment, le coût de fabrication, et on le sait bien à travers toutes les études, que le coût de fabrication d'un serveur représente 80% de l'émission de CO2. Ce n'est pas forcément son coût de run, son coût d'électricité et de refroidissement qui est la partie la plus forte en termes d'économie de CO2. Malheureusement, on ne connaît pas le coût en termes de CO2, de fabrication d'un serveur. Comme on l'a spécifié, c'est hors fabrication du matériel. Et puis, en termes de productivité, le fait de pouvoir prendre des actions automatiques en permanence sur le système d'information, ça libère des ressources qui peuvent se pencher, entre autres, sur des projets de migration sur le public cloud, chez ce client, et de regarder un peu l'aspect cloud native et tout ce qui est containerisation. Alors, un autre exemple qui n'a rien à voir, précédemment, on était très sur la partie, on va dire, private cloud. Là, on est vraiment dans la partie public cloud. Et à travers cet exemple-là, on voit un client qui est sur des infrastructures Azure, qui a à peu près 1500, un peu plus de 1500 templates dans Azure et qui paye 307 000 euros par mois. On se rend compte que à travers l'ensemble des actions, donc il y a 2087 actions dans la plateforme Turbonomic qu'on a ventilées en termes d'économie. Donc on voit que 36% des gains qu'on peut faire sur cette plateforme Azure proviennent sur 470 actions qui sont liées uniquement à du resizing de la partie compute.
On voit qu'il y en a aussi 36%. Par contre, ça porte sur 1410 actions sur la partie volume. Donc, c'est toute la partie stockage et tiering de stockage. Voilà, il y a 26% sur l'acquisition de reserve instance, puisque comme on comprend le profil, et c'est paramétrable sur 30 jours, 60 jours ou 90 jours, on fait des actions de recommandation par rapport à l'évolution de la charge de l'application dans le temps sur des reserve instance. Tout ça pour, à la fin, on est dans la moyenne de ce qu'on voit chez les clients, une réduction, une fois qu'on applique l'ensemble de ces actions, de 31%. Et je parle bien de l'application de ces actions, puisque quand on est dans le monde du FinOps, on parle souvent de dashboarding, de reporting, des services utilisés et des coûts de ces services par les application owners. On va bien au-delà, on propose des actions et l'objectif est de prendre des actions pour pouvoir redimensionner et chasser le gaspillage, l'allocation versus réelle consommation, surtout dans le public cloud, puisque c'est des factures qui sont réduites le mois d'après par rapport à la prise d'action qui est faite. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, je suis tout oui. N'hésitez pas à nous contacter et puis à venir sur notre site web turbonomic.com. Merci beaucoup. Merci Alain pour la présentation de l'ensemble de ces use cases. Je pense que maintenant tout le monde voit un petit peu mieux à quoi sert Turbonomic, quelle est la notion donc d'ARM. Nous allons pouvoir passer aux traditionnelles questions-réponses. Donc, comme d'habitude, mais je leur précise pour ceux qui découvrent, vous pouvez nous poser vos questions. Certains ont commencé à le faire sur le chat donc du webinaire. Pour les autres, vous pouvez aussi poster vos questions sur l'email info@danzo.fr. Nous allons répondre le plus rapidement possible dans la matinée pour les questions qu'on ne pourra pas traiter en live. Et évidemment, par la suite, on va pouvoir se joindre à vous pour traiter d'autres sujets ou étudier des cas d'école qui vous sont plus précis. Voilà. Ceci étant dit, ça a laissé à certains le temps de formaliser leurs questions. Donc, on va commencer par le point souvent le plus traditionnel. Comment mettons en place les choses? Donc, il est clair, Alain, tu avais bien précisé que de par l'architecture de la solution turbonomique, elle est de fait facile à mettre en œuvre. Bon, c'est une question, je dirais, c'est une information qui ne suffit pas pour certains, et notamment quand ils sont dans des environnements de réseau multi-hybrides, avec par exemple à la fois un environnement Azure, un environnement Amazon, et qu'en plus, le client souhaite, pour des raisons de sécurité, installer la solution en mode on-premise dans son environnement. Il y a quand même des choses à détailler et à définir pour connaître l'environnement qu'il faut mettre en place pour se préparer à recevoir la solution. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point? Alors, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, il y a plusieurs manières d'installer la solution. La première, ça peut être on-prem pour des clients qui ne souhaitent pas forcément que la data soit exposée sur le public cloud. Donc, ça, c'est un des moyens. L'autre moyen, c'est directement de déployer la solution sur des services IaaS, public cloud, ou containerisé, puisque je vous rappelle que la solution est full développée en container. Une fois que c'est installé, la deuxième étape, c'est de rajouter ce qu'on a appelé les targets. Donc, les targets, à minimum, si on est sur l'on-prem et qu'on veut avoir une vision et le contrôle de l'infrastructure on-premise, c'est de se connecter au fameux vCenter. Alors, le vCenter, c'est juste un compte de service. Donc, c'est des credentials avec une URL et un compte de service VMware, si on est sur une infrastructure VMware. Et derrière, on peut même démarrer sur un POV en mode read-only. Alors effectivement, la contrainte du read-only, c'est qu'on ne pourra pas appliquer d'actions et de recommandations, mais pour les phases d'un POV et de comprendre l'ensemble de l'architecture, c'est tout à fait possible. Pour la partie public cloud, il faut juste se connecter au compte, on va dire master, comme ça on va découvrir toutes les souscriptions du client. C'est le même principe que ça soit sur Amazon ou sur Azure. Et derrière, on va rajouter l'information qui provient de l'Enterprise Agreement pour récupérer l'ensemble des taux de discount que le client a vis-à-vis de ses fournisseurs et avoir la facture exhaustive et exacte pour pouvoir prendre en considération ces discounts. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, s'il y a des outils d'APM, comme on l'a cité, c'est aussi la capacité à rajouter à travers ces outils la connexion qui nous permettent de collecter des informations sur les temps de réponse des applications.
Ben, merci Alain, ça me paraît très très clair. Alors je vais rebondir sur ta dernière phrase d'ailleurs, parce que ça correspond à une des demandes. Je pense que certains ont bien compris ou ont cru comprendre qu'on était justement pas en situation d'être obligé d'avoir un APM pour que la solution turbonomique puisse se mettre en place. Donc est-ce que je dirais c'est bien le cas, et dans le cas où il y aurait des environnements divers d'APM, ben, quels sont ceux qui sont supportés, et qu'est-ce qu'apporte un APM à turbonomique quand il a déjà été mis en place? Alors, c'est aussi une très bonne question. Effectivement, c'est pas mandatory. On a des clients qui n'ont pas fait de choix ou qui n'utilisent pas d'outils d'APM. On le sait que les outils d'APM, déjà, ne sont pas forcément généralisés sur l'ensemble des applications. Donc, c'est pas mandatory. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que à travers cette connexion, quand elle existe, on va être capable rapidement de créer des tableaux de bord qui vont mettre en évidence des dégradations des temps de réponse au niveau des applications et le cas échéant, s'il y en a, eh ben, de pouvoir mettre je dirais, est-ce qu'il y a des actions côté infrastructure qui sont à l'origine de ces dégradations ou ces temps de réponse. Donc c'est très important pour les applications critiques et les application owners, puisqu'à travers un seul outil, ils vont voir s'il y a des congestions ou des problèmes à résoudre sur l'infrastructure qui sont à l'origine des dégradations des temps de réponse des applications. Alors après, en termes d'outils d'APM, on supporte quasiment tout ce qui peut exister, puisqu'on c'est de la dynamique, du Dynatrace, de l'Instana. C'est des solutions type SaaS aussi comme Datadog, New Relic. C'est aussi App Insight si on est dans le monde des public cloud providers qui commencent aussi à développer ce type d'outils. Donc on supporte quasiment tous les outils d'APM qu'on peut retrouver sur le marché. Ok, ben c'est très clair, Alain, merci encore. Donc, ben, on va être obligé de sélectionner une dernière question parce que je dirais ben, le temps tourne. On va maintenant passer l'étape des prérequis de la mise en service. On va plutôt s'intéresser à une question ben, sur la vie d'un projet turbonomique. Donc, je pense que par une de tes diapositives, il était très très clair qu'on a une étape de proof of value qui dure entre 30 et 45 jours suivant les environnements clients, la complexité, ce qu'il y a à faire, et que ça correspond à un véritable audit de situation pour être capable de définir un vrai plan d'action, donc à la fin de ce POV. Mais bon, certaines personnes qui étaient présentes ce matin se demandent, après cette première photo, la suite c'est quoi, de par votre retour d'expérience, pour continuer à bien faire vivre la solution turbonomique? Alors déjà, on a une équipe de professional services pour accompagner nos clients. Donc il y a une partie formation. Donc c'est une formation qui peut être faite en ligne depuis la période du Covid, donc qui dure à peu près 2 jours. C'est une formation certifiante. Donc effectivement, il y a un examen à l'issue et ça s'adresse plutôt aux administrateurs de la plateforme Turbonomic. Donc une fois qu'on a fait cette formation, on travaille généralement par rapport à un premier volet de jours d'expertise qui varie en fonction de la complexité, de la taille des clients. Et lors de cet exercice, les premières choses à faire, c'est de finaliser, je dirais, une implémentation industrielle et pas sous la forme d'un POV. C'est de pouvoir intégrer un certain nombre de contraintes d'urbanisation qui n'auraient pas été prises dans les phases de POV. Et le plus important, c'est d'accompagner le client dans cette customer journey, comme disent les Américains, au travers de l'automatisation. Parce qu'une fois qu'on a une interface unique avec plein de recommandations, ça nous arrive pendant les POV d'automatiser certaines de ces recommandations, mais l'objectif ultime, c'est effectivement d'accompagner ses clients. Et donc, par rapport à ces recommandations et cette automatisation, on va commencer déjà par des actions dites non disruptives, parce que c'est les plus faciles à mettre en œuvre, et on va monter dans les couches de maturité avec le client par rapport à ces infrastructures. Et puis, on va commencer à scheduler de manière 24/7 sur des fenêtres ouvrées. On va l'intégrer avec un existant d'outillage chez le client. Ça peut être des outils d'ITSM, par exemple, pour faire l'acknowledgement auprès des application owners si on veut faire du resize down de taille de VM. Et puis, sur la partie reporting, on a amené souvent à travailler aussi en termes d'expertise. On a tout un outillage de reporting out of the box, mais les gros clients qu'on adresse, ils ont déjà des solutions de reporting qui vont au-delà de l'outil de monitoring d'ARM ou d'APM. Et donc, on s'intègre dans des suites d'outils divers et variés sur le sujet. Et le dernier cas d'usage qu'on voit, c'est que sur les private cloud, essentiellement, on voit un catalogue de services, un placement initial avec une automatisation. On va s'intégrer chez clients au niveau du placement initial des VM, comme le cerveau intelligent au niveau des infrastructures chez ses clients.
Ok, ben, très très clair. À côté d'Anzo, on est tout à fait également dans cette approche. On est dans des démarches DevOps, hein, c'est exactement ce que tu expliques avec tous ces exemples, tous ces cas d'école. Donc avec une suite d'ateliers progressifs, hein, avec des petits challenges ou des étapes qu'on essaie de passer au fil du temps avec les clients, bah, pour faire vivre la solution et continuer à ce que l'optimisation soit optimum et pas simplement été bien faite la première fois. Ben, merci Alain, ben, pour toute ta contribution. Merci à vous tous pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a apporté des choses nouvelles, qu'elle suscite une certaine curiosité. Nous sommes l'un et l'autre à votre disposition, ben, pour prolonger cette discussion sur vos cas d'école. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à vous.